Écoutez, je vous propose qu'on commence. Monsieur Berceau nous rejoindra dès que possible. Il est en train d'arriver, mais il y a des petits soucis pour arriver jusqu'à ici. Donc, je vous propose qu'on commence pour ne pas prendre trop de retard, les conférences s'enchaînant. Merci à vous d'être venus pour cet atelier concernant les cours d'école active et sportive, avec l'idée d'avoir un point de vue spécifique, notamment de la filière des aménageurs ludiques et sportifs. Je voulais juste resituer le contexte de cet atelier que l'on a souhaité organiser à l'heure où la lutte contre la sédentarité de nos enfants devient un enjeu majeur de santé publique. On s'est aperçu que l'État, les collectivités territoriales et le mouvement sportif avaient uni leurs efforts pour tenter d'inverser cette tendance. On a vu plusieurs dispositifs qui ont vu le jour, notamment sous l'impulsion des Jeux olympiques et paralympiques. Je vais citer l'augmentation du volume d'activités physiques et sportives au collège, les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Tout cela pour concourir directement au développement des activités physiques en milieu scolaire. Afin de compléter toutes ces différentes offres, en particulier en direction des élèves qui sont encore plus éloignés de la pratique, et notamment en vue d'un partage équitable entre les filles et les garçons, l'Agence nationale du sport, en étroite collaboration avec le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment Paris 2024, ont souhaité soutenir, via un fonds dédié, les établissements scolaires dans l'aménagement de leurs cours de récréation pour y développer et renforcer l'activité physique ludique et attractive, inclusive, tout en favorisant une appropriation moins genrée de ces espaces. Alors, comme vous voyez, ça fait beaucoup d'enjeux, mais en parallèle, on a d'autres enjeux qui viennent se greffer, des enjeux de créer des îlots plutôt de fraîcheur au sein des villes, notamment au regard du contexte du réchauffement climatique, avec des besoins de végétaliser les espaces publics et les cours d'école, avec de nombreuses cours dites cours oasis qu'on a vu fleurir ces dernières années, avec la réduction des espaces fonciers, des enjeux autour du zéro artificialisation nette. Vous voyez, on est face à de multiples enjeux autour de ces cours d'école qu'on pourrait dire actives, mais cours d'école idéales, regroupant tous ces enjeux. Donc cet atelier va viser dans un premier temps à avoir un premier bilan du dispositif incitatif à travers la réalisation de ces cours récréatifs, actives, et imaginer en fait comment pourrait être la cour idéale pour pouvoir justement répondre à la fois aux enjeux de lutte contre la sédentarité, mais également aux enjeux de mixité et aux enjeux liés au réchauffement climatique. Pour illustrer tous ces propos, 4 intervenants ici, bientôt un 5e que nous attendons. J'aurai Valentin Sechpin, qui est chargé de mission au sein de l'Agence nationale du sport, Monsieur Chemel Skalfaoui, adjoint au sport, développement économique, emploi et insertion, adjoint également aux Jeux olympiques et paralympiques, aux grands événements à la ville de Saint-Denis. Carole Marcoux, vice-présidente du collège Jeux, Sport et Territoire au sein de l'Union Sport et Cycle. Madame Déborah Sarfati, qui est conseillère pédagogique départementale en EPS au sein de l'Académie de Paris. Et nous attendons Monsieur Jean-Frédéric Berceau, qui est directeur adjoint à l'éducation à la ville de Paris. Pour commencer, Valentin Sechpin. Donc je vous propose de peut-être revenir sur le bilan des cours actifs et sportifs, de nous dresser un bilan 2023 versus 2024 sur les différents types de réalisations et d'envisager les perspectives de 2025. Merci. Vous m'entendez bien, ça va ? Vous parlez bien frais, comme ça. Parfait. Je vais essayer d'être le plus audible possible. Merci Agnès pour ce rappel contextuel. Donc effectivement, un dispositif qui a été initié par l'Agence nationale du sport dès 2023 en collaboration avec Paris 2024 et le ministère des Sports. Donc c'était un programme 2023 un petit peu particulier puisqu'il était géré sur le volet fonctionnement de l'agence, ce qui n'est pas neutre en termes de contenu concernant les critères d'éligibilité notamment, puisque ce dispositif en 2023 il visait le financement uniquement du design actif au sein des cours d'école actives et sportives. Donc quand on parle de design actif et sportif, c'est surtout les tracés au sol, sur les murs, qui servaient à développer l'activité physique.
Au niveau des porteurs de projets éligibles, c'était assez restreint. C'était essentiellement tourné pour les collectivités labellisées, donc labellisées Terre de Jeux, Action Cœur de Ville, mais également Ville Active et Sportive. Et au niveau des modalités, on avait un soutien financier par établissement scolaire aux environs de 5 000 euros. Ça, c'est pour le rappel un peu des critères de ce dispositif qui, vous le verrez, a été élargi depuis, et notamment en 2024. Au niveau des premiers éléments de bilan de 2023 du dispositif, on avait une enveloppe de 1 million qui était dédiée au financement de ces cours d'école actives et sportives. Sur ces 1 million, on a eu une consommation à 365 000, un petit peu plus de 365 000, pour 170 cours d'école et 76 porteurs de projets concernés. Donc c'était un début du dispositif, vous le voyez, la consommation elle n'a pas été totale. Des crédits qui ont permis d'être réaffectés ensuite sur le dispositif de cette année. Vous voyez également la répartition par région sur les écrans. On le voit tout de suite, il y a des régions qui se détachent dans la prise en compte et dans la prise en main de ce dispositif-là. Mais voilà, c'était un début, ça a été plutôt bien apprécié et c'est pourquoi le dispositif a notamment été reconduit. Donc là, vous avez une petite cartographie des cours d'école financés avec deux exemples de ce à quoi ça pouvait ressembler dans les cours d'école. Donc des designs actifs, sportifs, sous forme de pistes, de circuits, notamment pour le savoir rouler à vélo. Il y avait un fort lien avec notamment les politiques publiques envers les scolaires. Pour cette année, donc, le dispositif il s'est poursuivi, mais il s'est étoffé, il s'est renforcé. Il s'est déjà renforcé par le budget qui a été affecté, puisque initialement on avait 10 millions d'euros fléchés sur cet axe 2 cours d'école active et sportive. Ces 10 millions ils se sont transformés en 2,5 millions suite aux réductions budgétaires, mais ça reste un budget conséquent et une forte évolution par rapport à 2023, donc ce qui dénote aussi de la volonté de renforcer l'aménagement des cours d'école. Au niveau de ces objectifs également, puisqu'on est au-delà, en plus du design actif et sportif, on a également comme type d'équipement éligible donc l'acquisition de matériel, mais également la création d'équipements sportifs. Donc on peut imaginer des stations de fitness dans des cours d'école, des plateaux multisports, ce qui n'était pas possible en 2023. Et au niveau des objectifs cibles, puisqu'en 2023 l'objectif était de 200 cours d'école, alors que cette année on était à 500 cours d'école actives et sportives, dont la focale toujours sur les quartiers prioritaires, avec un tiers de ces cours d'école situés en QPV. Il s'est également étoffé au niveau des porteurs de projets éligibles, puisqu'en 2023, je vous le disais, seules les collectivités labellisées étaient éligibles. Or, cette année, donc, on a tout type de collectivités qui pouvaient prétendre au dispositif, mais également les ESMS. Donc c'est la nouveauté aussi de pouvoir accompagner financièrement ces types de porteurs, mais également les universités publiques qui pouvaient porter elles-mêmes des projets en ce sens. Pour les territoires, tout était éligible, et au niveau des modalités de financement, on a également une évolution assez conséquente qui a dû être réduite à cause des réductions budgétaires, mais initialement on était quand même sur des montants conséquents et en forte évolution par rapport à 2023. Concernant le bilan, donc on le voit tout de suite, on est passé donc de 171 cours d'école en 2023 à 499 financés cette année. Donc on est à une cour d'école près de l'objectif cible. Donc on peut assez se féliciter là-dessus, puisqu'il est quasiment atteint. Au niveau de la répartition des porteurs de projets, ça reste des collectivités qui sont fortement impliquées et qui sont les principales porteuses de projets. Et on a quand même une université publique qui s'est manifestée et qui a reçu un subventionnement. Donc il s'agit de l'université de Caen-Normandie. Vous le voyez, il n'y a pas de SMS. On le reviendra peut-être à la fin, mais c'est aussi la raison du fait qu'on vient seulement de les insérer dans les porteurs de projets éligibles. Donc il faut laisser aussi un peu le temps pour que le dispositif se fasse connaître. Voilà quelques éléments sur les subventions moyennes. Et on a eu 1,7 million d'attributions sur les 2,5 millions affectés. Petite répartition également par région. Donc en vert, c'est le nombre de dossiers et en bleu, le nombre de cours d'école. Il faut savoir que dans un dossier de demande de subvention, il pouvait y avoir plusieurs cours d'école concernés. On le voit assez facilement du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'on a un nombre de dossiers
faible entre guillemets par rapport au nombre de cours d'école impactés. Ça permet aussi ce graphique de se rendre compte un petit peu de la dynamique de chaque région, de voir est-ce qu'on a un équilibre au niveau des dossiers et du nombre de cours d'école, les choix qui ont été faits. On a des régions qui restent en tête, entre guillemets, au niveau de la consommation et de la prise en compte de cette enveloppe-là. Donc on a l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, PACA, toutes ces régions qui ont bien travaillé et qui ont bien mis en œuvre le dispositif. Les autres régions également, on note également en Outre-mer une prise en compte aussi du dispositif qui se fait petit à petit. Donc tout se fait dans une logique aussi de pérennité. Ce qui est intéressant aussi au niveau des typologies de travaux qui ont été très plébiscités par les porteurs, on avait trois types, je le rappelle. On avait l'acquisition de matériel, la construction d'équipements et l'aménagement par du design actif, sportif. On le voit assez facilement avec le graphique, mais c'est vraiment le design actif qui a été le plus plébiscité, avec un taux de 57% des projets qui intègrent, qui comprennent du design actif sportif. Donc plus d'un projet sur deux. Ce qui montre aussi la continuité avec 2023, on était seulement sur du design actif. Même en ayant élargi, ça reste le type de travaux qui est le plus apprécié, en tout cas pour cette année 2024. Rapidement, la répartition des cours d'école financés, puisqu'on a respecté aussi l'objectif d'un tiers des cours d'école situés en QPV, avec 37%, et on voit la répartition au sein des autres territoires carencés, donc dans les territoires ultramarins et dans les territoires ruraux. Et dans une logique d'héritage aussi, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de projets de cours d'école financés dans des territoires labellisés terres de jeu. Donc c'est quand même encourageant pour la suite du dispositif, donc qui devrait je vais trouver mon mot. Toute précaution prise, merci Agnès, qui devrait être reconduit avec la même enveloppe, mais tout ça doit encore être bien sûr validé en conseil d'administration, mais aussi par le projet de loi de finances qui n'est pas encore voté. Donc tout ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais en tout cas, les résultats de cette année sont très encourageants pour une pérennisation du dispositif. Voilà. Merci Valentin, nous voilà rassurés pour la reconduction du dispositif. Alors, on parlait tout à l'heure effectivement de l'adaptation au changement climatique, des espaces publics non genrés, des espaces inclusifs, des lieux de pratique physique et sportive, de la nature en ville. La transformation des cours d'école se situe donc au cœur de nombreux enjeux politiquement forts pour les élus locaux. Carole Marcoux, vous représentez l'Union Sport et Cic et plus particulièrement la filière des aménageurs ludiques et sportifs, c'est-à-dire toutes les entreprises qui construisent des équipements sportifs, des terrains de grands jeux et des aires de jeu ludiques et sportives. Quelles sont, selon vous, les contraintes à prendre en compte dans l'aménagement des cours d'école? Et quelle serait, selon vous, en fait, la cour idéale à imaginer? Merci Agnès. Donc, en plus du constat évoqué par Agnès, où effectivement il faut qu'on puisse répondre aux nouvelles exigences environnementales, aux nouvelles pratiques, aux nouveaux usages, le tout fait que l'aménageur, en fait, qu'il soit au niveau des aménagements ludiques, sportifs ou des terrains de jeu, doit se remettre en question, doit prendre en compte différents critères, évidemment avoir un bon brief et bien échanger avec la ville sur ses enjeux, connaître aussi en termes de maintenance, comment est-ce que la ville est équipée, comment ça va se passer, parce qu'en fonction de l'aménagement global qui va être fait, ceci peut inciter à plus d'entretien, surtout s'il y a plus de végétal, plus de ressources naturelles. Évidemment, les flux, le budget, la concertation, il y en a de plus en plus. Pour les aménageurs, en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir le brief, le retour pour bien comprendre ces enjeux et pouvoir intégrer les nouvelles pratiques, les nouveaux usages, les nouveaux équipements qui commencent à fleurir et dont on voit la différence par rapport aux anciennes cours d'école où les équipements étaient plutôt posés. Aujourd'hui, ils sont plutôt intégrés évidemment à l'environnement, voire aussi en fonction de la fréquentation des activités périphériques, s'il y a des clubs, un collège, un lieu résidentiel. Et puis pour nous, c'est l'enjeu effectivement de l'apprentissage pour permettre que l'enfant puisse, dans ces nouvelles cours d'école, avoir tout ce qu'il faut pour partir, on va dire, d'un bon pied. On sait notamment que par rapport aux aménagements ludiques,
le jeu, ça fait partie des éléments incontournables qui vont permettre à l'enfant tout ce qui est développement de motricité, d'équilibre, évidemment l'activité physique, et de travailler donc en mixant avec le végétal qui est devenu aujourd'hui indispensable. Le design actif, on en parlait, mais pas que. Je pense qu'il ne faut pas que poser des équipements, enfin des traçages au sol. Il faut que ça soit réfléchi et que ça puisse correspondre aussi à la volonté de la ville, à ce qu'on peut en faire en fonction des animateurs qui vont être là, de pouvoir jouer de la bonne façon. Quelque part, c'est effectivement de répondre au savoir bouger, savoir rouler et savoir jouer dans une cour d'école en mettant tous ces ingrédients pour faire en sorte que l'enfant se sente bien, que cet espace soit inclusif, voire hybride. Pour nous, dans les écoles, en tout cas, si on doit se réinventer pour les écoles de demain, en plus de tout ce qui pouvait être fait auparavant, évidemment en intégrant la désimperméabilisation des sols, qui ont nécessité pour les acteurs du monde des équipements sportifs, des terrains de grands jeux ou des aménageurs, d'avoir une certaine réflexion pour pouvoir travailler sur des sols qui soient poreux, qui soient plus écologiques, que ce soit au niveau des sols souples. Donc aujourd'hui, il y a des sols comme le liège, il y a des sols poreux comme le terraway, l'hydroway, qui permettent une meilleure infiltration des eaux, qui peuvent aussi permettre justement les jeux de basket, entre autres, ou les jeux de foot. Donc c'est évidemment dans les nouvelles écoles de demain, c'est de prendre en considération tout ça, de créer des espaces apaisants, réinventer la cour en créant un espace de vie qui soit récréatif. C'est favoriser les interactions sociales, inviter au partage, motiver et donner envie à la pratique sportive dès le plus jeune âge. On sait que plus on commence tôt, plus potentiellement on le garde. Donc il faut l'encourager. Il faut mixer évidemment les activités, filles, garçons, trouver des activités où ils puissent partager et jouer ensemble, créer des espaces de repos qui peuvent effectivement, chacun peut avoir à un moment donné quand il est dans la cour, avoir le besoin de se reposer, de prendre du recul. Ou aussi pour certains enfants autistes, c'est important d'avoir des endroits calmes. On peut aussi aller plus loin avec potentiellement pouvoir éduquer, en tout cas former et créer de l'apprentissage à l'extérieur avec les instituteurs, les institutrices. Donc, et puis développer toutes ces nouvelles attentes. En tout cas, sortir un peu des codes. Ça nécessite aussi une certaine éducation, parce que ces nouvelles cours avec plus de végétal, plus de terre, avec éventuellement des mouvements de sol qui sont intéressants, puisque le relief permet quand même de pouvoir avoir plus d'équilibre, de coordination, et de permettre aux enfants d'avoir de l'imagination sur le fait de bouger autrement. Mais si on veut aussi créer des espaces dédiés à des activités sportives, par exemple comme le basket, ça nécessite de la place. Donc il faut pouvoir imbriquer tous ces espaces de la bonne façon. Il faut jouer aussi peut-être avec l'existant, avec les murs des bâtiments, de façon à pouvoir les réinterpréter avec des murs d'escalade. Travailler en co-construction et en collaboration, évidemment avec les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, comme les concepteurs paysagistes, de façon à pouvoir créer ensemble effectivement la cour de demain. Merci Carole. Cours de récréation, 30 minutes d'activité physique et sportive, motricité pour les plus petits, qui passe aussi par le jeu, comme l'évoquait tout à l'heure Carole Marcoux. Programme d'éducation physique et sportive sur les temps scolaires, des cycles 1, 2, 3. Au passage, je pense qu'il est toujours utile de rappeler que l'éducation physique et sportive fait partie du socle commun des connaissances. Déborah, vous êtes conseillère pédagogique départementale en éducation physique et sportive au sein de l'Académie de Paris. En quoi et comment une cour d'école peut répondre à tous les objectifs que j'ai cités précédemment ? Déjà, bonjour à tous. Déjà, pour compléter votre petit rappel sur l'EPS, donc c'est 3 heures d'enseignement par semaine. À la maternelle, c'est donc la motricité, c'est 45 minutes tous les jours, juste soit dans les programmes de l'école. Donc c'est le 3e horaire des programmes de l'école, puisque français et maths juste avant. Et en 3e, on a l'éducation physique et sportive. Donc
déjà, c'est un élément essentiel dans la scolarité des enfants, de la maternelle jusqu'au lycée, j'ai envie de dire, mais pour ce qui nous intéresse de l'école, de la maternelle jusqu'au CM2. Depuis le Covid, alors même si ces problématiques existaient avant, mais depuis le Covid, on a mis en lumière la nécessité d'avoir une activité physique régulière. Ça a juste mis le focus sur cette problématique qui existait déjà avant, mais voilà, la période Covid a mis ça en place. Et puis il faut savoir que pour beaucoup d'élèves, le seul moment où ils sont en possibilité de faire de l'activité physique, de l'EPS, du sport, c'est l'école. Certains n'ont pas d'activité sportive en dehors de l'école. Ils ne bougent qu'à l'école. Donc les temps de récréation, les temps d'EPS sont des temps essentiels pour leur construction en tant que jeunes enfants, pour leur développement qui soit physique, mais aussi social, psychologique, mental, etc. et cognitif. Donc une fois qu'on a dit ça, pour aussi avoir des bonnes idées, comment on fait à l'école? Donc la cour d'école, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est important qu'elle permette, avant tout quand on y pense, à faire de l'activité physique. Le premier lieu de l'école, le premier rôle de la cour d'école, c'est de pouvoir permettre aux enfants de bouger. Donc que ce soit sur leur temps récréatif, la récréation, que ce soit sur les temps d'EPS, que ce soit sur des temps de pause active ou de 30 minutes d'activité physique quotidienne aussi. Donc il faut des espaces différents pour pouvoir travailler sur les 4 champs d'apprentissage que compose l'EPS. Pourquoi il y a 4 champs d'apprentissage? Parce que ces champs d'apprentissage permettent à l'enfant de développer tous les patrons moteurs qui sont indispensables pour avoir une vie physique la plus épanouie possible à l'âge adulte. Si je suis capable de courir après un bus sous la pluie et d'enjamber une flaque d'eau, c'est parce qu'à l'école, j'ai appris à courir, que j'ai appris à enjamber, à sauter loin, et du coup, je peux utiliser cette compétence à l'âge adulte pour attraper mon bus. Donc, il est important que dans la cour d'école, on ait ces espaces qui soient pensés. Bien sûr, les espaces fraîcheurs sont indispensables, la végétalisation est indispensable, mais pas au détriment de la pratique physique. Donc il faut réussir, au tout début, sur la ville de Paris, on en parlera juste après, mais ce n'était pas forcément pensé. Et puis très très vite, ça a été pensé conjointement pour pouvoir faire. Donc un espace pour les grands jeux, on l'a dit, un espace aussi pour le savoir rouler à vélo, qui est devenu une priorité nationale. Donc c'est aussi quelque chose à penser, quitte à refaire, autant mettre des marquages ou des espaces qui permettent de travailler cette compétence. Tout ce qui va être lié aussi à l'adaptation des déplacements, vous l'avez dit, avec des revêtements qui sont différents, peut-être aussi des jalonnements, des vallonnements un petit peu dans la cour, voilà, des choses qui vont permettre aux enfants, en particulier les tout petits, de pouvoir adapter leurs déplacements. Donc voilà, on peut identifier ces différentes zones pour pouvoir permettre une pratique commune, filles-garçons, parce qu'en fait, s'il n'y a pas des espaces dédiés pour les uns et les autres, et ben en fait, souvent on retrouve les garçons au milieu et puis les filles sur les périphéries. Une autre question de manière générale, les cours d'école sont pensés autour des enfants et de leurs besoins. Et les projets des cours d'école s'appuient souvent sur des dispositifs de concertation en associant les enfants et la communauté éducative. La ville de Paris a entrepris la réhabilitation des cours d'école. Je remercie Monsieur Berceau qui vient de nous rejoindre, qui est directeur adjoint du service éducation des affaires scolaires à la ville de Paris. Quel a été votre rôle, vous, Déborah, au sein de l'éducation nationale et plus particulièrement en tant que CPD-EPS de l'Académie de Paris dans cette concertation? Et puis on pourra enchaîner après avec l'illustration de la réhabilitation des cours d'école de la ville de Paris. En fait, comme je disais au tout départ, donc maintenant il y a de nombreuses années, la ville de Paris s'est lancée très, très, très tôt sur le concept de cours Oasis. Et au tout départ, l'aspect activité physique, EPS, n'était pas forcément pensé, mais ça a été très très vite corrigé. Parce que d'abord, il y a une remontée des collègues sur le terrain qui ont dit en fait, on ne peut plus faire EPS, on ne peut plus faire d'activité, les enfants ne peuvent plus courir, etc. La ville a très vite pris en compte cette remarque. Et du coup, il y a un travail qui est fait de manière très commune et très concertée avec les différents acteurs. Donc, c'est ma collègue Corinne Pierotti qui est chargée de ce dossier au niveau des CPD, qui a été missionnée par la DAZEN pour pouvoir suivre ce projet et ce déploiement dans les écoles. Donc le premier rôle, c'est un rôle d'expert, entre guillemets, pour les différents partenaires qui sont mis en jeu dans ces constructions des cours d'école. La deuxième, c'est aussi du conseil. Tout à l'heure, on parlait pour les enseignants de comment utiliser ces cours. Donc c'est aussi d'accompagner les enseignants, les élèves dans l'utilisation de cette cours pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. Et aussi de pouvoir avoir des nouvelles pratiques qui sont installées et instaurées, ou alors des anciennes pratiques pour remettre au goût du jour certaines pratiques qui ne sont plus utilisées du tout par les enfants. Donc voilà, donc il y a vraiment un travail très, très proche qui est fait avec la ville de Paris depuis maintenant de nombreuses années, et ça porte plutôt bien ses fruits.
Merci beaucoup. Monsieur Berceau, donc je disais, vous êtes directeur adjoint aux affaires scolaires à la ville de Paris. Pouvez-vous nous rappeler un peu le cadre de ce projet Oasis, de la réhabilitation des cours d'école? Je crois qu'il est issu de la stratégie de résilience de la ville de Paris. Et donc, il y a eu toute cette réflexion qui a été renouvelée sur les différents besoins des élèves. Donc, voilà, si vous pouvez revenir sur cette initiative, merci. Bien, merci. Effectivement, en fait, la ville de Paris, aujourd'hui, elle a un objectif par rapport à ces 73 hectares en fait, de cours au sein de Paris, donc de cours d'école, eh ben, d'améliorer en fait, je dirais, les objectifs environnementaux en s'assurant que les cours, ces fameuses cours Oasis prennent en compte alors, tous les besoins liés à la politique municipale dans son ensemble. Alors, pourquoi je dis tous les besoins? Parce que finalement, l'origine des cours Oasis, c'est d'abord de s'inscrire dans la stratégie de résilience pour lutter contre le réchauffement climatique et créer des îlots de fraîcheur. Et très vite, en fait, comme l'a dit la collègue de l'Éducation nationale, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait une bataille qui était en train de s'installer. C'est une bataille entre nos professeurs de ville de Paris spécialisés en sport et l'Éducation nationale aussi, enfin les professeurs qui avaient l'habitude d'avoir des espaces qui permettent aux enfants, disons-le, de se défouler, voilà, tout genre confondu. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on pensait trop les cours comme étant des cours qui devaient être végétalisés, qui devaient être imperméabilisés, et au détriment en fait des activités ou des espaces dits sportifs. En fait, ça, on s'est très vite rendu compte que d'abord, il y avait une demande des parents et des professionnels. Et du coup, on a corrigé tout de suite la trajectoire. Comment? En fait, tout simplement en travaillant avec aussi le conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement en fait, parisien, qui nous a permis finalement de créer des invariants thématiques au cours Oasis. Donc, je vais les rappeler rapidement pour les trois premiers. C'est rafraîchissement et valorisation de l'existant, biodiversité et gestion de l'eau. Ça, c'était des invariants de nos cours. Et ensuite, on s'est interrogé sur la nécessité d'avoir des cours inclusifs et pédagogiques. Et c'est là qu'on retrouve la question de à quoi sert une cour. Et du coup, dans la diversification des usages de cours qu'on a identifiés, on s'est rendu compte qu'on descendait vraiment dans ça veut dire quoi valoriser le fait que les enfants tirent le meilleur bénéfice d'une cour Oasis. C'est développer la créativité, assurer la motricité, faire en sorte qu'ils puissent manipuler, socialiser aussi, c'est-à-dire éviter les coins d'isolement. Donc les cours sont conçus aussi comme ça. Évidemment, valoriser aussi la pratique du sport. Ce qui fait que souvent dans les cours parisiennes, on s'est rendu compte que le savoir rouler était quelque chose d'important. Penser les marquages au sol pour que les enfants aient leurs repères, pour se dire qu'en fait, les enfants, ils ont une imagination telle que vous pouvez avoir des marquages au sol où vous pensez que vous avez fait par exemple un marquage de marelle et ils vous transforment ça en un autre jeu où ils vont sauter, bondir, inventer un jeu de sport entre la marelle identifiée et puis la cour Oasis qui est juste à côté. Parce qu'on va partager les espaces entre les espaces vraiment désimperméabilisés avec des équipements intégrés. Et c'est ça qui est important. En 2018, à la ville de Paris, on arrivait à faire des cours Oasis dites première génération, mais qui n'étaient pas assez intégrés. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des équipements posés, avec par exemple des bacs à plantes, mais on n'avait pas débitumé, on n'avait pas. Et maintenant, aujourd'hui, on a des cours Oasis qui sont réellement avec des équipements intégrés, où en fait, les jeux, les agrès de sport sont intégrés dans le paysage. Donc tout ça fait que on arrive aujourd'hui à avoir un rythme de croisière où on fait à peu près 40 cours Oasis par an. Donc normalement, fin 2025, on est à 200 cours Oasis faites dans les écoles, sachant que moi, mon espace de responsabilité, c'est 626 écoles, primaires et maternelles, et 114 collèges. Et c'est là où je fais une introduction sur le fait que toute une génération, finalement, depuis 2018, est habituée dans sa cour à avoir quand même beaucoup cours Oasis, à avoir de la végétalisation et tout. Notre enjeu aujourd'hui, c'est maintenant de développer ces actions dans les collèges, ce qui est plus difficile vu la structuration juridique des collèges, mais on y arrive quand même. Et donc, parce que les enfants, ils vont arriver en collège, ils vont dire bah, où sont mes espaces végétalisés, où est mon jardin pédagogique, où sont mes coins calmes. Et tout ça, ça va être l'enjeu en fait, de la ville de Paris sur ces enjeux éducatifs à travers les cours Oasis. J'ai une question à vous poser. Effectivement, comment on fait pour
une ville comme Paris avec une densité très forte, j'imagine qu'on a des problèmes de contraintes de disponibilité foncière pour justement travailler sur l'aménagement des cours d'école. On a peut-être sûrement la même problématique, j'imagine, sur la ville de Saint-Denis, mais vous pourrez aussi compléter. En fait, avec ce qui se passe, c'est qu'on a quand même un temps d'étude, je dirais, préalable, qui est important pour voir justement les études de faisabilité des cours Oasis. En fait, dans les grands espaces, on a des cours assez grandes, on arrive à trouver des solutions. Dans les petites cours, c'est plus compliqué et souvent, on se heurte des fois à des sous-sols où, clairement, on peut avoir des problématiques de plomb. Voilà. On peut avoir des problématiques de polluants. Et en fait, ce qui fait qu'avant tout ça, on fait des contrôles évidemment de pollution pour s'assurer qu'on assainit les choses et qu'on s'assure que ça ne revienne pas. Voilà. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est bien de parler de la mise en place des cours Oasis, mais on se rend compte que c'est aussi un espace éducatif qui permet aux enfants de participer à la préservation et l'entretien de leur environnement. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi besoin d'avoir des entreprises qui répondent de manière, à mon sens, et là c'est l'administrateur parisien qui parle, mais de manière un peu plus, des fois, réactive et opérationnelle, par exemple au changement de copeaux. Les délais d'intervention, je trouve, pour les cours Oasis aujourd'hui, par rapport à nos prestataires, ne sont pas suffisamment réactifs. Voilà. Mais ça, je lance un appel, on est là pour ça. Voilà. Chemsel Khalfaoui, vous voulez rebondir sur cette problématique? Vous voulez que je rebondisse directement? Je peux rebondir sur cette problématique sur le métrage. Alors, je vais essayer d'être vraiment clair parce que y a beaucoup de choses à dire sur ça. Nous, à Saint-Denis, on a une stratégie qui est un petit peu différente. Parce qu'on part du principe que les cours avec du design actif, en fin de compte, chez nous, ça existait déjà par l'imaginaire des enfants. C'est-à-dire que les enfants, en Seine-Saint-Denis, comme partout ailleurs, en ruralité, j'imagine aussi, la créent, ils s'approprient, ils se font leur propre espace. Quand on est parti de ce principe, on s'est posé une deuxième question. La deuxième question, quel est l'intérêt pour... Moi, je ne suis pas technicien, donc je suis élu. Donc, quel est l'intérêt pour une collectivité d'investir dans une cour Oasis pour son milieu associatif, pour son milieu, pour tout le monde en fin de compte. Parce que l'idée qu'on a, nous, en Seine-Saint-Denis, et particulièrement à Saint-Denis, c'est qu'une cour, on a 74 écoles à Saint-Denis, 13 collèges. Ce qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui, c'est de se dire qu'à partir de 18h30, 19h, les accueils de loisirs ferment, il y a quand même une possibilité d'utiliser ces cours ou ces préaux ou ces espaces pour le mouvement sportif. Parce que je pense qu'on ne parle pas assez du mouvement sportif, mais quand on est dans un cluster, dans un quartier, il y a le collège, il y a les écoles, il y a souvent le club du quartier, il y a souvent la vie sociale qui est autour du quartier, autour du sport. Et c'était de se dire comment on peut augmenter, avec les restrictions financières que vous connaissez tous, les problèmes de budget pluriannuel qu'on a tous en collectivité, comment augmenter le métrage carré grâce à ces cours. C'était déjà le premier enjeu qu'on avait. Donc, nous, à Saint-Denis, le choix qui est fait, c'est d'associer les clubs aussi. Là, je vois le président du tennis de table qui est juste là. Nous, à Saint-Denis, on a un grand club de tennis de table. Le sujet, c'est comment on met des tables un peu sympathiques, un peu ludiques pour qu'ils puissent jouer dedans et que le club, le soir, il peut venir faire des activités de quartier. Et donc, comment le club vient dans le quartier avec les enfants en temps périscolaire aussi, parce qu'il faut parler du temps périscolaire qui est un enjeu tout particulier pour nos collectivités. Donc voilà, nous on a été un peu plus dans ce réseau-là. Après, pour reprendre le fil sur la question qui m'a été posée, au lendemain des Jeux, on s'est vraiment posé cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire, quel déclencheur pour augmenter la pratique physique et sportive sur notre territoire? On a eu cette petite chance en France de savoir qu'on a les Jeux depuis un petit moment, donc on a aussi réfléchi en amont. Et ce qui me semble intéressant de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'enfant dionysien, excusez-moi, je vais parler pour ceux que je connais, l'enfant de Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, il a aussi besoin, et c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais d'une ouverture culturelle sportive. Ça veut dire quoi, une ouverture culturelle sportive? C'est-à-dire que tous les enfants ils ne connaissent pas tous les sports. Nous, on avait un sujet avec les sports olympiques et paralympiques.
comment les enfants, on leur fait connaître ces sports pour qu'ils puissent les dupliquer, peut-être dans une cour oasis, peut-être dans un espace avec du design actif. Donc on avait toute une stratégie qu'on a lancée l'année dernière et que là, on va officialiser à partir du 1er janvier, c'est la littératie sportive. La littératie sportive, c'est comment, à l'école, comment en temps scolaire, comment les professeurs des écoles puissent utiliser le sport à l'intérieur de leur cours comme une nouvelle acquisition sur le côté sanitaire, sur le côté historique, sur le côté quel sport, qui l'a inventé, pourquoi, comment. Si tu fais du sport, faut bien manger, il faut bien dormir. En fin de compte, utiliser le sport dans l'éducation, dans la journée, pour leur faire cette ouverture. Suite à cette ouverture-là, on essaye aujourd'hui de leur proposer des activités sportives. Moi, je veux bien. Moi, je suis un peu direct dans ces sujets-là. C'est pour ça que je suis là, je crois. Donc, oui, les 30 minutes, c'était une super idée. C'est très bien. Ça a lancé une dynamique. C'est très bien. Mais aujourd'hui, en temps scolaire, c'est la maîtresse ou le maître qui décide si je fais sport ou si je fais pas sport. Si le maître ou la maîtresse elle vient en jean et elle vient avec ses chaussures et qu'elle n'a pas envie de faire sport, on va faire, tout le monde ici, on peut faire tout ce qu'on veut. À la fin, elle ne le fera pas. Donc comment on incite le corps enseignant à respecter le cadre légal du temps scolaire et de l'activité sportive? Je pense que déjà c'est un enjeu. Et comment, encore une fois, j'insiste, mais le mouvement sportif français, c'est d'abord et avant tout les associations. Donc comment on réussit à ce que les associations aillent plus facilement dans les écoles? Comment on réussit à faire une synergie entre le programme scolaire? Certaines collectivités comme Saint-Denis, j'ai 21 ETAPS, 21 éducateurs des activités physiques et sportives qui vont dans toutes les écoles et qui pratiquent l'activité sur le programme éducation nationale. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les associations y aillent. Donc comment on crée, et je réutilise le même mot, un cluster par quartier, par thématique, entre le mouvement sportif, l'éducation nationale et la collectivité. Comment on fait un pacte à trois pour qu'à terme, notre pays devienne une vraie nation sportive. Je pense que c'est l'enjeu, c'est décloisonnement. Comment on va décloisonner tout ça? Parce que les enjeux financiers sont clairs. On a besoin de tous s'entraider pour réussir ce défi post-jeu. Merci Shems El-Kafaoui, je pense que c'est une belle conclusion. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les échanges, on a un petit peu débordé. Je retiens effectivement la dimension de concertation, de travailler ensemble entre les différents acteurs pour pouvoir poursuivre cette dynamique. Merci beaucoup.